on va parler d'un sujet ô combien important et c'est vrai que lorsque nous développions la méthode Impact 3, ou quand je développais la méthode Impact 3 il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, Sébastien, qui est un ancien élève pour info, que j'avais rencontré quand il était en transition professionnelle de directeur qualité depuis une dizaine d'années, devenu acheteur. Et en fait, il s'avère que Sébastien était voilà on va dire, expert dans la structuration d'outils, de tableaux de bord. Et quand il est arrivé, je l'ai mis sur certaines missions de consulting sur justement la structuration de l'analyse des données. Et puis bon bah voilà, Sébastien se met dans son coin pendant 10 jours. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Puis je voyais bien quand même son écran. Je me disais quand même ça a l'air un peu sérieux ce qu'il fait. Puis il passe 10 bonnes journées, je pense. C'était un gros dossier que tu avais fait, je me souviens bien. C'était un dossier dans le transport. Et puis il arrive, il me dit bon voilà, ça y est Guillaume, j'ai terminé. Est-ce que je peux te présenter le tableau de bord de tel dossier? Et je dis vas-y, présente-moi. Et puis là, il me sort un tableau de bord. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Et puis il m'explique. Alors là, tu peux cliquer là, tu peux machin, là tu vois les trucs en dynamique, etc. Et moi qui pensais être un expert Excel, parce qu'en fait, quand on passe sa vie sur Excel, parce que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, dites-nous là en commentaire qui passe sa vie sur Excel. Mais on passe énormément de temps à essayer d'avoir des informations lisibles sur Excel, des tableaux de bord. Et à force de le faire, on se dit, bah, on est forcément bon. Puisqu'en fait, vu le temps qu'on a passé, c'est comme quand tu fais du vélo, à force de faire du vélo, t'es bon. Bah, Excel, c'est pas exactement pareil parce que si tu pédales un peu de travers, bah, tu peux te retrouver très très loin de où tu voulais aller. Ça, c'était Et y passer beaucoup de l'image. temps. Et Ouais, c'est ça. pour le petit contexte, on était consultant en fait chez différents clients. Donc pour le coup, on n'avait pas la possibilité d'utiliser les outils internes aussi poussés que certains d'entre vous qui êtes salariés pouvaient le faire avec des ERP, des solutions déjà pré-intégrées de tri des données, de filtre des données, d'extraction des données. Donc là, on était le consultant pauvre avec, pour le coup, des données qui n'existaient pas dans le RP de l'entreprise et on avait obligation de travailler avec l'ensemble des informations de dizaines de fournisseurs et la tâche a été ardue. Ouais, ouais, absolument. La tâche a été ardue. Et c'est vrai que ce que tu m'as présenté, je me suis dit, mais mince, quoi. En fait, il a trouvé la solution et c'est venu finalement s'intégrer de manière parfaite à la structuration de la méthode, hein. Aujourd'hui, le data management tel que vous le connaissez chez SWOT, hein, nous sommes centre reconnu au niveau européen dans la formation des personnes au data management. On accompagne les grosses boîtes dans la structuration de leur data. Ben, ça vient beaucoup de toi, Sébastien, hein, très clairement. Je veux le dire en toute humilité, tu as apporté énormément à ce niveau-là. Et on se rend compte que comme on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer, bah, effectivement, ça connecte en fait les deux mondes et ça nous a permis de renforcer en synergie la puissance et les effets de l'application de la méthode dans les entreprises, quoi. On va démarrer, on a une petite heure devant nous. Alors vous êtes d'où là? Pornic. Bonjour Delphine. Bonjour Nathalie. Saint-Cloud, Paris. Bonjour Jennifer. Valoir Ah sans non, Savoie. Merci Valoir, c'est un Mehdi. savoir. Ouais, ouais. Bonjour Gwenaël. Dites-nous d'où vous êtes là. Ah, Maroc. Est-ce qu'on a des Canadiens là? Lille. Camille Gauche d'Antony, sud de Paris. Ok. Tunisie, ça c'est cool. Ah, c'est bien. Camille Gauche qui a commencé sa formation hier Bonjour matin. Nulfer. Ah oui, c'est vrai. Oui, ok. Je savais pas qu'elle avait. Il y a Du la coup, première partie de sa formation. d'accord. Alors, on va parler de tableau de bord. Alors, déjà, on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. On se rend compte aujourd'hui, c'est d'ailleurs à la fois une évidence et un des plus gros soucis des entreprises, surtout quand on commence à parler de la mesure, notamment des impacts environnementaux avec le bilan carbone. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont rentrées par le bilan carbone en souhaitant mesurer leurs impacts. Elles ont fait leur bilan carbone et puis au bout de X mois, voire années, c'est ça le problème en fait, c'est qu'en fait, au lieu d'agir, parce qu'en fait, il est assez facile de savoir où sont les impacts. C'est ça la réalité. Encore faut-il savoir agir dessus. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, ce réveil, ah, Sébastien, c'est quoi le réveil qu'on voit systématiquement dans toutes les boîtes? Mon bilan carbone est fait. Ah, je te Ah, laisse c'est faire la bizarre, suite. les achats prennent beaucoup de place. Ah, c'est Les curieux, impacts le achats step sont 3. énormes. Mais, Oh, mais dis donc.
Ouais, le scope 3, c'est 80. Alors, des fois, alors souvent, je dis 80, et là, ils font, c'est 90% chez nous. T'es là, ok, 90% des impacts CO2, en tout cas environnementaux. Enfin, environnementaux, c'est plus large que le CO2, mais bon, bref. Et puis, quand tu rentres un peu dans le détail, tu te rends compte que dans le scope 1 et 2, bah, tu as les frais généraux, tu as l'énergie, et puis que c'est un peu des achats aussi, quand, finalement. Hein. Tu sélectionnes tes prestataires d'électricité, tu sélectionnes. Tu te rends compte qu'en fait, les achats sont ultra centraux dans les impacts sur l'environnement, mais aussi dans les impacts sur le chiffre d'affaires, puisque dans une entreprise qui fait 100 millions d'euros, de manière générale, les achats vont représenter entre 40 et 80% du chiffre d'affaires des entreprises, mais aussi de leurs impacts RSE, puisqu'on a les mêmes impacts d'un point de vue social et sociétal, hein, donc Ils sont, économique, ils sont social, même environnemental. Ils sont même un peu plus importants pour le coup. Parce que c'est vrai Ouais, que sur les différents scopes, la seule chose qu'on ne va pas acheter, c'est effectivement les trajets des salariés. Mais ouais. sinon, le reste, les investissements que l'on va pouvoir faire et toutes les énergies peuvent passer par le pôle achat pour leur Tout à fait. optimisation, que ce soit électricité, gaz, eau. Donc voilà. Donc en fait, effectivement, mesurer ce qui a le plus d'impact, à savoir le scope 3, à savoir la chaîne d'approvisionnement, donc les achats, c'est aussi mesurer le marais versus mesurer les moustiques, comme on a pu le voir il y a encore très peu de temps, puisque dans le bilan carbone, le scope 3 a été intégré il y a très peu de temps, 2021 de tête, Sébastien, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, n'hésitez pas à nous corriger, hein, on n'est pas des experts du bilan carbone, même si on est formé bilan carbone, hein, et qu'on a un expert chez nous qui est Johan. Effectivement, c'est très récent en réalité la mesure carbone sur le scope 3. Donc c'est un petit peu comme si depuis 20 ans, hein, on mesurait les moustiques, les scopes 1 et 2. Et puis ça y est, on s'est dit, ah ouais, en fait, on va commencer à mesurer le marais. Et donc là, le scope 3 est arrivé dans les bilans carbone. Bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit Sébastien. Alors, c'est Exactement. quoi un... Pardon? Exactement. Je confirme, Ouais, oui. exact. Merci. Je te remercie de confirmer, Sébastien. Dites-nous ce que vous en pensez au fur et à mesure. Alors, un tableau de bord, je vais vous en montrer un. Je pense que c'est utile qu'on rentre. Alors, la qualité de de la vidéo que j'avais mis est pas top. Alors, on va rentrer dedans directement, hein, Sébastien. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Je viens de le démarrer, hein. Je ne sais pas s'il est connecté, celui-ci, mais dites-nous là dans les commentaires ce que vous voyez. Alors, on a évidemment la version C'est un peu logicielle. flou, mais bon. Je vais agrandir. Je vais C'est dur agrandir. de lire ce qu'il y a dedans, mais ça, c'est pas forcément grave. C'est pas L'idée, forcément c'est de très grave pouvoir. de comprendre, ouais. Donc en gros, je vous fais juste un scénario. Il faut savoir que donc ça, c'est nous formons à la structuration du data management complet des organisations avec le bon service approvisionnement et la bonne couverture approvisionnement qui va permettre d'avoir les bonnes informations dans le l'ERP, on va y revenir, et donc naturellement d'avoir des données euh, fraîches pour pouvoir venir faire un tableau de bord, hein. Bon, on y reviendra juste après. Mais la finalité, c'est ça, hein, un tableau de bord aux achats performance, c'est ça. Et beaucoup diront Excel. Encore hier, j'en avais un là qui parlait d'Excel comme étant la pire plaie de l'humanité. En réalité, Excel est le meilleur cahier des charges possible aujourd'hui pour une organisation, parce que si tu es capable de manager tes data correctement, d'avoir les bonnes data et de les mettre en forme, si demain tu veux intégrer un logiciel qui te permette de faire tes tableaux de bord, eh bien, tu vas avoir le meilleur cahier des charges possible. Tu vas donner ça à l'intégrateur, il va te faire ce que tu veux. Alors, bon, l'avantage aujourd'hui, c'est que maintenant, dans le logiciel Impact 3, nous sommes en train d'intégrer ce logiciel-là et de permettre de gagner encore plus de temps dans la structuration, finalement, des data pour les organisations. Mais déjà, avec une formation, vous seriez capable de faire ce type d'outil sur Excel. C'est quand même important. Alors, à quoi ça sert? Je te donne C'est une un premier niveau. situation, c'est un premier L'idée de se niveau, dire, c'est que c'est exactement. un premier niveau. Alors, l'avantage, c'est que c'est un niveau qui va être évolutif en fonction de ce que vous avez envie de mettre en œuvre et de montrer sur vos datas. Vous ne serez pas obligé, évidemment, de passer par un lourd développement informatique. Ça, c'est quand même un point très positif. Et le deuxième point positif, c'est que pour le coup, alors même si de plus en plus en France, on voit des entreprises partir sur d'autres solutions qu'Excel, même bloquer Excel dans les entreprises, euh, Excel aujourd'hui, vous avez 99,9% de chances que tous vos fournisseurs l'utilisent. Donc, si vous avez besoin de communiquer un ensemble de données à un moment donné, dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple, eh bien, vous êtes Mm, sûr que vous êtes sur un logiciel universel que tout tout le à monde fait. utilise et que tout le monde va pouvoir ouvrir, remplir et vous renvoyer. Ce qui n'est pas forcément le Ouais. cas de différentes solutions SaaS, qui des fois peuvent être bloquées dans les, dans les systèmes informatiques des entreprises. On ne peut pas aller sur telle ou telle plateforme. Euh,
Et en termes de prise en main, bien, les solutions SaaS vont faire râler assez rapidement les utilisateurs qui vont devoir énormément perdre de temps à s'inscrire, tandis que sur Excel, tout le monde sait utiliser Excel, tout le monde va savoir compléter. C'est un petit peu le couteau suisse. Vous allez dans n'importe quel pays, tout le monde saura utiliser un couteau suisse. Ouais, c'est exactement ça. On peut aller plus loin, mais finalement, en termes d'échelle de maturité, en fait, il y a des bases à avoir dans la structuration des datas, dans la gestion des approvisionnements, dans l'intégration, ne serait-ce que des données financières, des bons noms de fournisseurs, des bons noms d'articles, l'intégration de la dimension RSE, mesures carbone, notes qui peuvent être des notes EcoVadis, des notes diverses et variées, qui vont permettre finalement de venir structurer un écosystème qui va permettre de piloter la performance économique, mais aussi sociale et environnementale au sein d'un même outil, puisqu'aujourd'hui, les achats, quand on connaît la place des achats, on en parlait au début, sur les impacts, notamment RSE, en fait, on se doit d'être capable de mesurer, sinon on va s'en prendre plein la tronche dans les prochaines années, très clairement. Je vous donne un exemple d'utilisation basique, hein. Vous avez votre patron qui débarque, vous êtes tranquillement en train de travailler, un classique. Vous avez le patron qui débarque dans votre bureau. Ouais, Mehdi, combien on a fait de bouteilles 0,5 carré? Donc là, dites oui, attendez, j'ouvre mon tableau de bord. Il a le client avec lui, hein, à côté, le client qui utilise les bouteilles carrées, imaginons, qui est le principal client sur les bouteilles carrées. J'ai Jean-Jacques de telle entreprise qui me demande combien on a fait on a acheté de bouteilles carrées en juillet 2021. Je veux dire, pourquoi il pose cette question? Ça, lui seul le sait, mais ils sont capables de poser ce genre de questions. Et en fait, si on n'a pas un outil qui est réellement efficace, eh bien, on va pas savoir donner l'information immédiatement. Et là, en fait, Mehdi de répondre, ah oui, oui, en fait, on a fait 416, alors s'il demande en volume, on en a acheté 2 227 000. Ah, et là, le client, ah oui, quand même, en juillet. Et à l'année, combien on en a fait? À l'année, et donc là, Mehdi de décocher, voilà, à l'année, on en a fait 24 147 000. Ah, quand même, hein, c'est pas mal. Nous, on vous en a acheté deux têtes, à peu près 15 millions. Ok, voilà, c'est intéressant. Et comment vous managez votre risque sur ça? Ah Mehdi de répondre, regardez, en 2021, on a 5 fournisseurs référencés et on peut rentrer dans la répartition des fournisseurs. Alors là, je crois que c'est la répartition des fournisseurs cette année. Bon, je vous montre pas, on va pas perdre de temps. Mais en gros, on sait qu'on manage le risque avec du multisource. Et là, le client est rassuré. Puis là, le client se dit, Mehdi, il est un peu costaud dans sa maîtrise des datas. Je vais rentrer un peu plus loin. Et vous savez, nos engagements en termes de RSE sont importants. Cette modèle ce modèle, ce produit qu'on vous achète est important chez nous et le plus important aussi dans notre collaboration et a un gros impact environnemental. On sait que la bouteille, c'est le principal impact environnemental. Par exemple, je sais pas, des bouteilles de vin qu'on achète. Et là, elle me dit oui, oui, bien sûr, on a identifié ça dans notre stratégie, on a lancé des projets il y a quelques années dessus, et effectivement, ça nous a permis d'améliorer la performance environnementale. Pour vous donner un ordre d'idée, on a lancé un projet en 2018, donc là, Mediclick sur 2018. On a lancé un projet en 2018 et la bouteille faisait 0,249 grammes de CO2 sur la base du référentiel, par exemple, BE éco-emballage. Donc là, le client fait ah d'accord, ils ont déjà mesuré leur impact CO2, c'est cool. Pour information, on a une formation de mesure de bilan carbone qui est animée par Johan Guéry, qui vous permet de mesurer vos impacts CO2 selon la méthode bilan carbone en 5 minutes sur un article. Donc si c'est un problème pour vous, sachez qu'il y a une solution très simple pour y arriver. Et donc Mehdi répond oui, on était à 0,249 et il faut savoir qu'on a lancé un projet en 2018 qui nous a permis d'alléger nos emballages de 20% notamment, mais pas que, on a amélioré aussi le remplissage des camions, etc., etc. Vous présentez les leviers que vous avez activés qui ont eu des incidences sur la RSE et vous présentez, voilà, en 2021, l'impact environnemental de la bouteille est à 0,203. Là, vous faites un produit en croix, hein, tout simplement avec les volumes, et vous pouvez dire, en général, on cumule les résultats à un moment donné, vous dites, voilà, sur 5 années, on a fait 4000 tonnes de CO2 économisées sur cette bouteille-là. Et l'autre avantage, monsieur le client, alors ça, est-ce qu'on le dit au client, je ne sais pas. L'autre avantage, cher monsieur le client, c'est que en réduisant le poids, ça a été aussi le meilleur levier pour réduire les coûts. En 2021, la bouteille nous coûtait 0,186. En 2018, eh bien, elle nous coûtait quand même 0,273. Donc, on a fait d'énormes gains aux achats par l'éco-conception de la bouteille, notamment, mais pas que. Des contrats pluriannuels, des formes de révision de prix, de la massification, de la standardisation, etc., etc.
Voilà. Et donc, effectivement, là, Mehdi, vous voyez le niveau d'analyse qu'il peut avoir avec un tableau de bord performant, c'est assez exceptionnel. Et pareil, si Mehdi devait préparer une négociation parce qu'un fournisseur toque à la porte, je sais pas moi, une négociation sur ces bouteilles en verre, on va rester dans les bouteilles, tac, du fournisseur en pot glace, paf, et ben là, regardez ici, il a toutes les informations, les modèles de bouteilles qui sont achetés, l'évolution des prix moyens, il a même les impacts CO2, les évolutions de chiffre d'affaires, les évolutions de prix unitaire sur ces modèles de bouteilles. Bref, il a toutes les infos pour préparer une négociation sur les bases d'une négo, hein, les éléments chiffrés mais aussi environnementaux, ça c'est intéressant, pour préparer une négociation en quelques minutes. Voilà un exemple d'utilisation d'un logiciel, enfin d'un tableau de On, bord on aux nous a achats. dit souvent que c'était un logiciel. Beaucoup de personnes nous Oui, ont dit, mais oui, c'est quoi ce logiciel? C'est pas un ouais, ouais, logiciel, c'est Excel. Mais c'est pas possible, il fait pas ça, mon Excel. Ben si, il peut effectivement mettre en œuvre ce genre de données de cette façon-là, si effectivement vous savez le construire. Mais l'idée, ouais, tout à fait. effectivement, avec notre approche, c'est de gagner énormément de temps dans la conception et de pouvoir réutiliser ces informations de conception pour pouvoir aller plus loin. Guillaume a beaucoup Ouais, parlé de clients. On pourrait effectivement remplacer toutes les données que l'on a dans notre base de données par les données des ventes de l'entreprise. Et donc, en fait, si vous avez une entreprise notamment qui fait beaucoup de négoces dans son activité principale, eh bien, en fait, vous allez pouvoir être en capacité de pouvoir mettre en parallèle les ventes et les achats. Donc, c'est le top, c'est le Graal, parce qu'on peut même travailler dans nos priorités sur les articles à faible marge. Donc, ça, c'est super intéressant. ouais, On a eu en formation des responsables qualité, on a eu des responsables RH. Donc, pour les responsables qualité, eh ben, imaginez que vous pouvez avoir sous cette même base ben, en fait, l'ensemble des non-conformités par catégorie, sous-catégorie, et de pouvoir aller cibler effectivement par famille, par produit, par fournisseur, ben, en fait, un bilan des non-conformités, idéalement sur 3 ans. Donc là, il y avait un gros historique, parce qu'on pouvait se le permettre sur notre cas d'école, mais idéalement, 3 ans, c'est le top. oui. D'avoir un peu de recul, ça permet aussi de voir les progressions. Et on l'a vu, de travailler sur les produits d'avenir, c'est extrêmement important pour pouvoir différencier effectivement les sujets sur lesquels engager le service achat. Avant de rentrer dans la présentation, déjà dites-nous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que la présentation là qu'on vient de faire et ces explications vous parlent? Est-ce que vous avez des problématiques sur les tableaux de bord? Et justement, on va vous consulter. Hop, ici, vous allez, s'il vous plaît, répondez très vite parce qu'il y a toujours en plus un délai de latence. Donc, dites-nous, c'est quoi, selon vous, les clés pour construire un tableau de bord efficace? Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi les clés pour construire un tableau de bord efficace? Quels sont les éléments incontournables? On vous a déjà donné quelques clés. On va attendre un petit peu, Sébastien. En attendant, on va broder. Alors, de quoi tu veux parler? Bah, on peut parler des clés incontournables et assez simples que l'on a pu voir dans le fichier que l'on vous a présenté. Aujourd'hui, Ouais. évidemment, un tableau de bord achat, on va retrouver dans les incontournables les articles, on va retrouver effectivement les quantités, les Attends, prix. t'es en train de répondre, t'es en train de répondre à la question que je leur ai posée là. Non, je fais la base de la base. Ouais, ouais, ouais. Et après, on va ABC, pouvoir, autour de ça, mettre pas mal de choses, effectivement. définir l'objectif. Alors ça, on va en parler, c'est extrêmement important. Les KPI là. Définir l'objectif, on se retrouve avec des structures achats qui suivent des multitudes de KPI, ils passent plus de temps à remplir les KPI qu'à réellement les améliorer. Ça, c'est un vrai C'est souci. ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu me les donnes, On a, Sébastien? Tu y as accès ou pas? Une base de oui, données oui, j'ai propre. accès. Ouais, On ouais, a catégorisé. Alors, catégoriser, c'est quelque chose de très intéressant. ouais. La catégorisation, c'est soit on va recatégoriser ce que l'on a parce que potentiellement on ne peut pas l'utiliser aux achats, soit effectivement on va travailler à définir des catégories achats, donc des familles, des sous-familles Ouais. autour de nos articles. Les leviers La clarté des suivis. données sources, donc la fiabilité des données, on va dire ça. Ouais, fiabilité, c'est peut-être fiabilité des données. Source. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup le mot objectif qui revient, d'avoir ces objectifs effectivement. Donc là, on est peut-être plus sur un tableau de bord de performance. Un fichier qui soit connecté effectivement à son système d'information, donc à son ERP. Ça, très important. Donc des objectifs SMART. Donc là, on est encore sur les objectifs. Fiabilité, on l'a Tracer vu.
tracer le plan achat avec la compta. Ça, c'est intéressant. Ben là, on est un petit peu dans la catégorie. Hein. On va créer des catégories Encore, hein. qui peuvent être intelligentes par rapport au code de comptabilité de l'entreprise. Donc, ça peut Ah aider oui, l'entreprise justement tu à... connais ça. Oui, on connaît ça. T'es en, t'es en plein dedans, mais chez Jérôme. nous. Jérôme, si tu nous entends, c'est notre commissaire au compte, Jérôme. Ouais. Alors, organisation hiérarchique L'origine des des infos, données. Alors nomenclature évidemment, claire. Oula, ça c'est important ça. le Nomenclature. suivi Alors, régulier, catégoriser, nomenclature. Suivi le régulier, suivi et ouais. la mise à jour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, Je vais on a agrandir un peu. Mehdi Ouais, qui est sur l'interactivité du tableau de bord. Donc, pouvoir ouais, faire en sorte qu'il soit interactif, filtrable, j'imagine. ouais. Oula. Ok. Maîtriser les données, comprendre ces données. Bon, ça, après, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut ajouter. Donc, on est déjà dans l'analyse assez poussée des données. Ouais, Au-delà de ce que je commençais à dire tout à l'heure, souvent dans le tableau de bord, les premiers éléments sur lesquels on doit se concentrer, c'est avoir ses articles, son nombre de commandes, ses quantités, ses prix unitaires. Si déjà on arrive à avoir ces éléments de synthèse, on a un premier niveau. Un ouais. point que je n'ai pas forcément vu, c'est les acteurs aussi, les acteurs de l'achat dans l'entreprise, Si, que l'on si, pourrait... tu vois ici j'ai LinkedIn User qui l'a mis. Les Ah, données pour les exploiter. La liste des fournisseurs. Bah oui, la liste des ah, fournisseurs. déterminer les Tout à acteurs, fait. bah oui, c'est arrivé en même temps que je le disais. Donc les acteurs, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mm. C'est quelque chose qu'on va pouvoir connecter effectivement à nos données pour des fois faire un état des lieux des pratiques achats de l'entreprise. Ça va nous Mm. permettre, par exemple, de voir que Mehdi, qui est à la maintenance, Mm. fait un énorme budget de dépenses, sauf qu'il a forcément pas forcément une formation Ouais, aux achats. Pareil pour la logistique. Et ça, en fait, on va pouvoir le déterminer en ayant les noms des acteurs par ouais, article. Et les acteurs vont aussi nous aider si, par exemple, on est un responsable achat et qu'on a une équipe de 10 personnes, à voir un petit peu les volumes de portefeuille que l'on a répartis entre nos ouais. acheteurs. Et on va pouvoir le suivre. Bon, on en a des choses, hein. Alors, bah, vous avez d'une certaine manière tous raison. On voit que c'est quand même un sujet clé. Dites-nous ici qui estime avoir aujourd'hui des outils, des tableaux de bord qui sont suffisamment performants par rapport à leurs besoins, sans même intégrer la dimension environnementale dont on vient de parler. Parlons juste d'un tableau de bord de maîtrise des portefeuilles achats, performance économique, fournisseurs, acheteurs référents, articles, famille, sous-famille, catégorie, année, mois, vraiment la base de la base, qui, voilà, tapez un par exemple, pour qu'on puisse regarder un petit peu parmi les participants qui estiment ça, et 2 si vous estimez que c'est pas suffisamment performant et que ça pourrait encore être amélioré. On va avancer, Sébastien, parce qu'il est déjà la demi. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans le management des data, on voit bien mon écran là, c'est bon? Ouais. Il faut zoomer un peu. Ah ouais? Hop. Ouais, c'est bon. Bah, ça reste un Ouais, peu c'est bon. flou, mais Un peu flou. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les organisations aujourd'hui, elles sont tenues d'intégrer la dimension environnementale dans leur action. Et en fait, on se rend compte que les achats, on l'a vu, sont 40 à 80% du chiffre d'affaires et l'impact RSE des organisations. Qu'aujourd'hui, pour aider les organisations à réussir cette entrée dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, hein, celle de l'intégration de la dimension de durabilité dans l'activité, eh bien, les services achats vont jouer un rôle majeur dans cette transformation et donc, elles vont devoir, les fonctions achats, en tout cas de haut niveau, hein, parce qu'on peut se contenter de bas niveau de maturité, même si l'avenir ne risque de pas être très radieux, vont devoir intégrer cette dimension RSE en plus de la dimension économique. On va voir sur le slide suivant, celui-ci, sur la pyramide de maturité que beaucoup d'entre vous utilisent déjà. On va se rendre compte que plus on va monter en maturité, hein, plus on va commencer à structurer les fondations d'un écosystème de data management solide. Quand on est dans le niveau 1 de maturité, vision quotidienne, rupture fréquente, la moitié des commandes, elles passent par téléphone, c'est n'importe quoi. Là, on va pas avoir de données exploitables. Quand on va commencer à structurer efficacement un service approvisionnement, pour vous donner un ordre d'idée,
à peu près 80% des entreprises sur le data management sont encore avec un niveau 2 qui a mal été structuré. Et donc, du coup, il va falloir retoucher vraiment les nomenclatures, etc. Je pense qu'on peut donner à peu près ce pourcentage, Sébastien, dans celles que l'on forme. Et c'est des grosses entreprises qui ont déjà des beaux niveaux de maturité, hein. Souvent, des entreprises avec un beau niveau de maturité, typiquement un 3+, un petit 4, vont avoir un niveau 2 qui a mal été fait et qui, derrière, va les pénaliser dans leur capacité à monter en maturité dans le data management. Quand on rentre dans la fonction achat historique, hein, celle des 40 dernières années, avec les appels d'offres, les contrats pluriannuels, la gestion du risque, la vision plutôt annuelle, voire petite pluriannuelle, on va avoir vraiment un data management financier. Là, c'est vraiment la base de la base. Et pour ça, il faut avoir les données qui viennent des approvisionnements qui sont fiables, on va y revenir. Et quand on commence à monter sur les niveaux supérieurs, à intégrer le data management extra-financier pour être aligné sur les attentes des organisations, hein, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle finalement du management de la performance économique, sociale et environnementale, ce qui est une définition du développement durable. Le développement durable, c'est la performance économique, sociale et environnementale. Et bien là, effectivement, on ne peut pas y arriver en bricolant. Ça marche pas du tout. Et souvent, on se retrouve avec des entreprises qui ont des tableaux de bord financiers, de l'autre côté des tableaux de bord, on va dire, par exemple, bilan carbone, des choses comme ça. Ils essayent de recroiser les choses parce qu'elles se parlent pas entre elles, parce qu'elles ont mal été paramétrées à la base. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça vous parle, ça, à tous, là? Dites-nous. Deux, tu vois, quand même, hein, Sébastien. Cédric, il a un bon, ah ouais, quand même, hein. Après, Quand peut-être que même. beaucoup de personnes Ouais, ouais, identifient la fiabilité des données à des très faibles niveaux. En fait, il faut juste être assez prudent là-dessus. Dites-vous que même si vous ouais. avez des acheteurs extrêmement sérieux et que vous êtes en maturité 4, les données ne sont jamais à 100% fiables. Et très Ouais. souvent, on se dit nos données sont pas fiables, on est vraiment bon nulle part. Non, en fait, ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et des Mm. données fiables, je ne les vois jamais. Et c'est rigolo parce que c'est d'ailleurs un exercice du début de la formation où je fais travailler les élèves et je vois en fait ceux qui sont très pointilleux, très sérieux, qui peuvent se perdre des Ouais. heures et des heures dans la fiabilité, là où les autres vont essayer d'aller droit au but et vont faire des compromis un peu plus rapides. Ouais. Et le résultat des deux, c'est qu'il n'y en a aucun qui a 100% de base de données 100% fiable. Donc, au final. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est quand même quelque chose d'assez récurrent et effectivement, il y a un juste équilibre à faire entre être suffisamment pointilleux pour que le tableau de bord soit exploitable, pour entrer dans l'action, hein, parce que c'est l'obligation de résultat hein, qui nous drive. Hein. Le structurer un tableau de bord, vous le voyez sur la droite de l'image, structurer aujourd'hui un tableau de bord fait partie de l'obligation de moyens hein, pour venir générer des résultats. Et les résultats, pour les mesurer, on a besoin de tableaux de bord. Donc, on va structurer le data management, les tableaux de bord, etc., pour avoir les moyens, finalement, de structurer l'obligation de résultat, de mesurer les résultats pour répondre à la mission de la fonction achat. C'est quand même extrêmement important. Donc, vous avez compréhension ici des différents niveaux de maturité achat jusqu'au management du développement durable, hein, très clairement, et la montée en maturité dans la gestion des data. Et on se rend compte que dans le data management, autant que sur les autres sujets de la maîtrise de la fonction, eh bien, la bonne consolidation du niveau 2, parce que niveau 1, c'est vraiment, y a pas, voilà, mais la bonne structuration du niveau 2 va derrière influer sur la rapidité de montée en maturité des niveaux supérieurs. Voilà. Les approvisionnements jouent un rôle majeur dans la capacité des services achats et développement durable à mesurer efficacement les impacts environnementaux à l'image du tableau de bord que on vous a montré au début. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Je vois là, il y a pas mal de deux, hein, quand même, pas mal de personnes. On a quelques uns. Cédric, n'hésite pas à décrire un peu ton tableau de bord, comment ça fonctionne et si tu as eu des difficultés. Alors, il faut comprendre que la fonction achat aujourd'hui se résume à, là, vous avez un mind map de la fonction achat et finalement, on a tous les enjeux organisationnels, hein, les ressources humaines, il faut recruter, les compétences, les processus, la dimension RSE, les différents outils, etc. Et on a la dimension du portefeuille achat. Les enjeux organisationnels, c'est la structuration de l'obligation de moyens pour aller générer des résultats sur le portefeuille achat. Le tableau de bord qu'on vous a présenté se focalise sur le portefeuille achat. Mais on peut avoir aussi des tableaux de bord qui sont orientés sur l'obligation de moyens. Mais bon, la priorité aujourd'hui, c'est de piloter un portefeuille achat. Donc finalement, les tableaux de bord concernent principalement
le lobe de droite avec les achats directs, indirects, les catégories, les familles, les sous-familles, les articles, pour essayer d'y voir clair, à l'image de ce qu'on a présenté au début. Voilà. Et donc se focalise sur l'obligation de résultat. Aujourd'hui, le portefeuille vient mettre en lumière les résultats, combien on achète, etc. Et puis, quels résultats on a générés sur les 4 axes. Et ça nous permet de définir finalement les principaux types de KPI qu'on va aller suivre aux achats. On va avoir des KPI liés à premier axe de la mission de la fonction achat, qui est l'amélioration de la performance économique. On va avoir un deuxième axe qui est lié au management du risque sur la supply chain. Donc, on va avoir des KPI de performance économique, des KPI de management du risque supply chain, d'accord? Comment on le gère, quels sont les résultats? Des KPI évidemment sur les impacts RSE, donc évidemment la mesure de l'impact carbone qui est un peu l'euro de l'impact environnemental, mais on va intégrer des notes d'impact sociétal, on peut remonter des notes de différentes solutions de management RSE, on peut donner aussi des notes qu'on a définies en interne, on vous montrera si on a le temps le logiciel juste après. Et en fait, on intègre des remontées de notes qui nous permettent d'avoir un pilotage vraiment précis de nos impacts. Et bien sûr, l'amélioration de la réponse apportée aux parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, tout simplement. Et c'est là où on va avoir vraiment les grands domaines de KPI. Et il n'y a pas besoin de partir dans tous les sens. En général, les KPI qui nous servent à répondre à la mission de la fonction achat. La mission de la fonction achat aujourd'hui, c'est améliorer la performance économique, manager le risque supply chain, réduire les impacts RSE et améliorer la réponse apportée aux parties prenantes. Hein, c'est ça notre mission. Et bien, les KPI vont être des mesures de cette mission pour pouvoir démontrer qu'on a rempli notre mission, tout simplement. C'est à ça que sert aujourd'hui un tableau de bord. Tu veux rajouter quelque chose, Sébastien, avant qu'on rentre dans les étapes? Non, je pense qu'on peut passer aux étapes directement. Je pense que c'est ce qu'attendent là ce matin l'ensemble des personnes qui nous suivent. Et si on arrêtait le live maintenant, Sébastien? Ça serait quand même... on serait vache quand même. Épisode Mais on n'est 2. pas vache. Épisode 2, ouais. Pour suivre la suite de ce live, alors, on y va. Les étapes clés. La suite dans 2 ans. Saison 8, Game of Thrones. Alors, les étapes clés pour structurer un tableau de bord performant. Alors déjà, la première, elle est très simple. C'est la structuration du niveau 2 de maturité. C'est le plus important. Aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises, Sébastien, et tu les connais bien, on se retrouve avec des entreprises qui managent leurs dépenses sans avoir créé, segmenté, catégorisé leur portefeuille. C'est-à-dire que un fournisseur, il a le même nom dans toutes les business units d'un groupe, par exemple. On va pas avoir un fournisseur qui s'appelle, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fournisseur? T'as une idée? Je sais pas, Veralia avec deux Veralia L et SAS. dans Ouais, c'est ouais ça. et Veralia SAS dans une autre business unit parce qu'en fait quand on va sortir les données, on va avoir Veralia et Veralia SAS en fournisseur, on va pas voir que c'est les mêmes. Alors là, c'est quand c'est mignon parce que parfois c'est des grands groupes qui ont plein de business units et chaque unité travaille avec différentes business units d'un même groupe et on voit pas qu'en fait on a l'impression qu'avec Veralia on dépense je sais pas 2 millions d'euros puis on se rend compte qu'en fait à l'échelle du groupe on en dépense 150. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui Après, de définir les noms. Oui, il suffit pas finalement d'être une multinationale avec plein de sites. On voit les mêmes oui, oui, tout à difficultés, fait, les mêmes problèmes dans des toutes petites PME qui ont tout à qu'un fait. site. Ils ont juste 2 personnes qui font la saisie et les choses ne sont pas saisies de la même façon. Et ça suffit effectivement pour venir créer des doublons, créer différents écarts Ouais. dans la gestion. Et vu qu'il n'y a pas de règles d'écriture, Mm. vu qu'il n'y a pas de revue annuelle des process, vu qu'il n'y a pas de process, et ben effectivement, derrière, c'est très compliqué. Ouais. C'est un vrai, c'est un vrai sujet. Effectivement, on le retrouve évidemment à l'échelle d'un groupe, mais aussi dans une PME. Et typiquement, si à chaque fois que tu passes une commande, tu crées un article, alors que cet article, tu l'achètes tous les mois, tu vas pas avoir une base de données exploitable. Et en fait, on se rend compte que le fait de bien nomenclaturer, quelqu'un l'a utilisé au début, hein, bien nomenclaturer euh, les articles, les fournisseurs, etc., les intégrer dans l'ERP, donc il y a un référent, tout le monde ne peut pas créer des articles dans l'ERP, on crée vraiment bien ça, et une fois que ça c'est fait, eh bien on rentre dans le processus approvisionnement. On vous a mis un exemple, et pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation, vous envoyez un mail à hello@swat.fr, je mettrai l'adresse à la fin du live, mais effectivement, vous structurez un process
qui va s'assurer que le bon de commande est créé dans le logiciel. Donc, c'est au niveau des appros, hein, on est niveau 2 de maturité. Hein. On va avoir un accusé de réception de commande. On va avoir un bon de livraison qui va faire en sorte que la marchandise va rentrer comme étant présente dans l'entreprise. Et ça va plutôt être au niveau du magasinier. Ensuite, on va avoir une facture qu'on va valider, euh, qu'on va intégrer dans le RP. Facture comptabilisée, on va joindre tout le dossier, hein, typiquement bon de commande, BL, facture fournisseur. On transfère au service comptable qui va comptabiliser la facture et organiser le paiement. Bien, figurez-vous que ça va permettre, quand tout le monde passe les commandes en respectant le process, et bien ça va permettre à la fin que quand on va extraire les données de l'ERP, comme par hasard, on va avoir des données qui sont fiables. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Parce que, Sébastien, je pense que tu en as fait les frais un nombre incalculable de fois. Quand tu extrais des données et que ça, ce n'est pas bien fait, ben, en fait, les données sont fausses, partielles. Enfin, c'est ingérable. Et là, tu rentres dans un travail de cleanage des données où bah, c'est très compliqué. En fait, dans les entreprises à très faible niveau de maturité, on va avoir les factures qui sont référencées, hein, mais la facture est référencée dans sa globalité. On n'a pas C'est ça. d'indication de quantité, pas d'indication d'article. En gros, vous pouvez juste faire comme dans un grand livre des comptes, aller taper le nom d'un fournisseur et avoir le volume d'achat. On voit les sous-volumes d'achat, c'est-à-dire qu'on voit les commandes à chaque fois qu'on en a passé, mais on n'a aucune indication sur les articles. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, comme alors, évidemment, je dirais, la moitié des cas de consulting que l'on a vécu, on a été obligé de travailler avec les données des fournisseurs. Ouais, on va y Qui venir, hein, évidemment étaient effectivement. très, très pointilleux, à nous donner les éléments parce qu'ils se doutaient bien qu'on allait organiser un appel d'offres derrière. C'est Ouais, jamais très facile. exactement. C'est jamais très facile. Alors effectivement, tu as révélé entre guillemets la solution. Comme on n'a jamais les bonnes données, la première fois qu'on rentre dans une entreprise et qu'on fait un diagnostic achat, si tu m'entends, Olivier, bon, tu connais bien le truc, mais il semble que tu vas le faire dans pas longtemps dans une entreprise, normalement. Eh bien, effectivement, les données n'étant pas justes, il faut savoir qu'on suit beaucoup mieux ses clients qu'on ne suit ses fournisseurs, et que donc naturellement, on va aller faire une demande d'extraction des lignes de facturation au fournisseur, et il va nous les envoyer, et on va réagglomérer la base de données avec des données qui sont suffisamment fiables. Pour information, sur notre site internet à l'espace ressources, je vais vous le montrer si vous voulez. Tac. Vous avez un modèle pour faire ça, qui est tout prêt. Ça rame un peu. C'est lent aujourd'hui Internet, hein. J'espère que vous nous entendez bien, que ça coupe pas. Vous allez ici. Je vais partager mon Ah, écran. Vous allez sur notre site Internet. C'est bon, tu vois? oui, c'est bon, ça a switché. D'ailleurs, on a dépassé les 500 avis. Ça fait plaisir cette semaine, c'est cool. Vous allez dans ressources gratuites à télécharger. Et ici, vous avez plein de ressources gratuites à télécharger. Et vous avez, regardez ici, un modèle pour récupérer les données achats. Donc en fait, c'est Aurélien qui a mis l'image là. Bon. Mais en gros, vous avez un modèle, je l'avais jamais vu. Vous avez un modèle ici qui vous permet donc c'est un modèle de mail pour faire la demande, et vous avez un modèle de base de données Excel à suivre par vos fournisseurs pour qu'ils vous remettent les bonnes données achats, et que comme le jeune homme avec la chemise en jean ici, vous puissiez tranquillement attendre que les données arrivent pour pouvoir derrière faire votre appel d'offres. C'est ça, on est bien après. Ouais, c'est génial celle-là, je l'avais pas vu encore. Donc voilà, donc n'hésitez pas, sur notre site, vous avez plein de ressources gratuites, profitez-en, elles sont là pour ça. Donc les étapes pour préparer les données, évidemment, on définit le périmètre. Est-ce qu'on va se focaliser sur les achats directs, les achats indirects, les achats directs et indirects? Tout dépend de la position qu'on a dans l'entreprise et de la mission qui nous est confiée. Ensuite, on va identifier les intervenants. Souvent, les achats sont un peu disséminés dans l'entreprise. On va avoir plusieurs parties prenantes. Il peut y avoir la direction, il peut y avoir la personne à l'accueil, il peut y avoir la production. Enfin, il y a toujours ça, hein, en général d'ailleurs. Savoir qui sont les parties prenantes qui aujourd'hui interagissent avec les fournisseurs et finalement respectent ou non le processus approvisionnement. Ensuite, on va récupérer les données là où elles sont.
On a vu, si on a un écosystème data management de niveau 2 qui est fiable, on va pouvoir utiliser les données. Mais si c'est pas le cas, on va devoir aller les chercher ailleurs. Ensuite, on va harmoniser les données, s'assurer qu'elles sont le plus justes possible, qu'il n'y ait pas des coquilles dedans. Il y a toujours des coquilles dans les bases de données. On les enlève pour s'assurer d'avoir une base de données qui est saine. Voilà, on réalise le tableau de bord et derrière, on exploite tout simplement, on exploite le tableau de bord. On l'utilise. Ouais. Ouais, on l'utilise. Je vous mets quelques indications supplémentaires. Alors, les étapes, l'étape 1, le périmètre, ben, on va retrouver les achats généraux, sous-traitance, investissement, achat de production. Les parties prenantes, on va retrouver typiquement le président de l'entreprise. Si on est dans une PME, c'est un grand classique qui va acheter les matières premières stratégiques. On va avoir peut-être parfois une acheteuse qui va acheter, je sais pas, des produits frais. Ça, c'est un vrai extrait qui date un petit peu d'audit qu'on avait fait. On avait identifié vraiment les parties prenantes, leur expérience, leur formation initiale. Vous voyez ici une acheteuse qui a une formation bancaire et qui n'a pas de formation achat. C'est réel, ça, hein. Et qui gère dans l'entreprise pas loin d'1 million d'euros. Oui. Là, ce que l'on voit, c'est ce que l'on pourrait faire au mieux. Je rappelle que si vous voulez commencer à mettre en place un tableau de bord, la première étape, c'est de se lancer le plus vite possible, au final, et d'aller assez droit au but. C'est vrai que pour commencer, vous allez peut-être vous concentrer que sur l'acheteuse. Dans un deuxième temps, vous allez chercher justement Xavier, Bernard, Johan et tout ça. Ouais. Mais là, du coup, dans le support, vous retrouverez de bonnes idées justement pour aller approfondir aujourd'hui vos outils. Peut-être que vous avez des outils que vous avez construits grâce à notre formation, parce que je vois qu'on a pas mal d'élèves qui nous suivent ce matin. Mais ceux qui ont construit leur propre outil, téléchargez le support, vous aurez des idées. Effectivement, on est obligé de passer un peu vite là sur les éléments de contenu et d'exemple, mais il y a des idées à aller chercher sur comment approfondir les données que l'on va aller chercher. Oui, et puis souvent, il vaut mieux, dans le périmètre, choisir un peu ses combats. Des fois, il y a un peu des chasses Au gardées, début, des là. choses qui sont compliquées. Ouais. Prioriser sur ce dont vous avez besoin pour aller très rapidement entrer dans l'action et générer des résultats. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir la confiance de la direction et derrière, naturellement, de pouvoir élargir le champ avec le support de la direction générale. La récupération des données, voilà, vous voyez, hein, contrôle de gestion, direction financière, ERP, fournisseur. Typiquement, s'il n'y a rien, vous allez voir la direction comptable. Vous sortez les comptes fournisseurs, vous allez avoir les gros volumes de chiffre d'affaires. Vous savez quels sont les fournisseurs principaux. Vous allez télécharger le modèle sur le site internet là que je vous ai montré. Vous faites la demande et vous récupérez finalement les données de par vos fournisseurs. Et si l'ERP est bon, ce qui est très très rare, vous allez pouvoir extraire les données de l'ERP directement. En général, hein, plus on va monter en maturité, plus on va au début avoir un premier tableau de bord qui est déconnecté de tout, mais qui nous permet de savoir ce qu'on dépense, à qui, comment, pourquoi, qui est un peu plus, on va dire, qui n'est pas évolutif en temps réel. Et ensuite, on va structurer les éléments dans le niveau 2 pour que on puisse structurer un tableau de bord automatisé en niveau 3. C'est ça. C'est ce qu'on vous apprend à faire dans la formation, très clairement. Ouais. Dans la formation, je vous apprends à prendre des raccourcis pour justement faire ce premier succès. Dans les templates que vous allez créer, que je vous diffuse, globalement, vous apprenez certes à faire tout de A à Z, donc à faire une organisation personnalisée à la structure de données de l'entreprise. Donc ça, c'est bien quand on veut, in fine, automatiser les choses dans la mise à jour, par exemple, parce que tous les ERP se connectent à Excel et peuvent mettre à jour leurs données. La problématique, c'est que, on l'a vu, par exemple, Xavier tout à l'heure, le président, il est peut-être très difficile à avoir, il ne voit pas du tout l'intérêt du tableau de bord. Eh bien, en fait, on va devoir travailler sur un premier succès. Donc, on a beaucoup de nos élèves, en fait, qui utilisent mes templates, qui effacent les données des cours, des cas d'école que l'on propose, et qui viennent remplir ce template avec leurs données. Ils les répartissent dans les différentes colonnes, et ça leur fait un tableau de bord en moins de 2 heures. Voilà, en moins de 2 heures, un premier tableau de bord, un premier succès, qui sont en capacité de présenter à Xavier pour avoir un peu plus d'aval, un peu plus de participation derrière des équipes, un peu plus de temps du service IT qui va nous aider à nous connecter à l'ERP pour qu'on puisse derrière aller beaucoup plus loin dans notre démarche. Oui, tout à fait. Donc, étape 4, on harmonise les données. J'ai mis un petit exemple là de base de données harmonisée. On crée le tableau de bord. Donc, on vous a montré à quoi ça ressemblait dans la réalité. On vous a fait une architecture de tableau de bord Juste, un petit peu je standardisée. vous donne une petite astuce sur l'étape 4.
il peut être bien de revenir en arrière avec le contrôle de gestion pour effectivement, en fait, vous avez vos données, vous les avez récupérées, pour aller lui demander, est-ce que tu es d'accord avec moi, avec mes données? Par exemple, pour tel ou tel fournisseur, vous pouvez faire un picking d'informations et derrière, ça peut vous permettre derrière de justifier ou de vous défendre si on vous dit oui, mais c'est pas assez fiable, c'est pas les bonnes données, etc. Et en fait, vu que vous avez fait travailler des parties en interne, ces Oui. parties internes, le contrôle de gestion, notamment quand on est consultant, ne sera pas contre vous Mm. quand vous viendrez présenter les résultats de votre travail. Ce qui a été Oui, souvent, oui, tout à fait. effectivement, un écueil que l'on a vécu avec Guillaume. Oui, tout à fait. Notamment dans la mesure des résultats, parce qu'à une époque, savoir que soit avant de devenir un centre de formation, nous avons été un cabinet de conseil à 100%. On a mené une quarantaine de missions dans des entreprises. Et à un moment donné, quand on a démarré, enfin quand j'ai lancé SWOT, j'avais 25 ans. Et en fait, pour que des entreprises me fassent confiance, du haut de mes 25 ans, eh bien, on fonctionnait au résultat. Donc, on se rémunérait un temps à des audits au résultat. Et effectivement, si on n'était pas d'accord avec le contrôle de gestion sur les données initiales, eh bien, on se retrouvait à la fin, au moment de la mesure de résultat, avec des problèmes. Voilà, tout simplement. C'est juste un exemple où on a appris en fait à vraiment intégrer les parties prenantes aussi sur la structuration des données pour que une fois qu'on arrive au résultat, hein, qu'on soit consultant ou pas, hein, clairement, hein, pareil en interne, eh bien, il n'y ait pas trop de discussions et qu'on ait plutôt des alliés et qu'on vienne partager finalement les résultats des projets, de la stratégie, etc. Voilà, donc en fait, vous définissez un peu le mapping de votre tableau de bord. Vous en avez mis un peu standard ici pour que vous puissiez vous en inspirer. Vous structurez votre tableau de bord. Donc, je vous ai montré un exemple. Là, vous avez une vidéo dans le cas pratique. Enfin, dans le cas pratique, dans la Dans le présentation. support. Ouais, dans le support. Et voilà. Et derrière, naturellement, vous allez pouvoir construire votre stratégie, définir vos priorités d'action, maîtriser l'information achat, mesurer la progression. Je vous montre un extrait du logiciel pour que vous puissiez voir en fait ce que ça donne, hein. Derrière, je vous montre pas le tableau de bord, on va pas revenir dessus. Voilà, mais dans le logiciel, derrière, vous allez pouvoir remonter vos différents critères. Je sais pas si on le voit là, Sébastien, c'est bon? Si, c'est bon. On va pouvoir remonter les différents critères d'impact sur la performance économique, d'impact sur le risque, qui va nous donner une visualisation sur une matrice interne vraiment orientée sur les KPI et les critères économiques et de gestion du risque. On va avoir toute une analyse sur les enjeux RSE, sur les enjeux parties prenantes, qui va nous donner une analyse beaucoup plus orientée externe, enjeux RSE, enjeux parties prenantes, on retrouve ici, qui va nous donner à la fin une analyse stratégique achat, mais de double matérialité, hein, économique et également RSE, pour avoir une vision complète de nos portefeuilles. Là, j'ai sélectionné 3 familles, vous voyez, et on identifie bien l'aluminium, par exemple, comme étant très prioritaire. Et derrière, on va pouvoir finalement lancer des plans d'action directement en partant de cette analyse. Et finalement, le tableau de bord connecté va permettre non seulement de remonter les critères qu'on a mis sur nos familles, donc on va avoir dans notre tableau de bord des critères économiques, des critères de risque, des critères RSE, des critères parties prenantes. Donc, on va vraiment intégrer la dimension RSE dedans. On va même avoir une note d'impact RSE qui est le croisement des différents critères. Hein, c'est la matrice Impact 3 hein, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et derrière, vous allez pouvoir tout simplement définir votre plan d'action, d'accord, et lancer vos projets. Je montre rapidement, mais derrière, vous allez pouvoir lancer vos projets. Voilà, ici, vous choisissez vos familles. Par exemple, bouteille, vous allez cumuler les leviers économiques, techniques, de réponse aux parties prenantes, RSE, risque, pour pouvoir derrière lancer des projets, générer des résultats qui vont remonter dans le tableau de bord. C'est ce qu'on vous a montré au tout début de cette formation. Et ça vous permet finalement de maîtriser l'info, de construire vos stratégies, d'intégrer la dimension RSE, de mesurer les impacts RSE, mais aussi de mesurer les résultats, la réduction, et donc naturellement de répondre à votre mission qui est d'améliorer la performance économique, le risque, les impacts RSE et partie prenante. Sébastien, je crois qu'on va finir pour la première fois dans les temps. C'est beau. Quand même, c'est beau. Alors, du coup, On je a sais pas, commencé peut-être avec que 2 vous avez minutes de des retard questions. et en fait, on ne veut pas être en On- retard 2 fois dans la même journée. Donc, on a commencé avec 2 minutes de retard et du coup, C'est ça. on Ouais. finit en avance. On peut pas être en retard 2 fois 1000 personnes.
mais on peut être en retard. Bon, je sais pas J'ai si une petite quelqu'un a la ref, idée. si je suis tout seul. Ouais, vas-y, J'ai dis-moi. une petite idée, Guillaume. On pourrait partager nos équipes, hein, parce que je vois que, alors, vous l'avez pas vu, hein, mais on a essayé de me détourner effectivement de ce live, parce que j'ai mes collègues qui sont dans le bureau d'à côté. Ouais. On peut vous présenter les équipes. Je vais vous présenter Ah, attends, hop, j'enlève la presse. un peu de force. Julie, qui est là pour vous aider au quotidien dans la partie admin et le financement de vos dossiers. Et on a Aurélie, qui est venue se coller à la vitre, me faire des petites grimaces tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça. Dis donc. Voilà. Allez, Qui et moi, je vais répondra partager justement à aussi. toutes vos demandes. On a, ah oui, voilà, je regardais ton écran, donc forcément, ça marchait pas. On a Aurélien juste là. Dis bonjour, Aurélien. Il est un peu sauvage, hein. Voilà. Et on a, au fond, on le voit pas, Kevin, qui est en plus en train de regarder le live. Bon, voilà. Salut, Kevin. Bien en Je pense qu'il y décalage, a un du coup. décalage. Il est dedans. Regarde, il y a un décalage. Salut. Voilà. Euh, du coup, ben, je pense qu'on a terminé. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ceux qui souhaitent télécharger la présentation, vous m'envoyez un mail à hello@swat.fr. Ceux qui souhaitent évidemment, ceux qui souhaitent se former, vous faites appel à nos équipes, hein, tout simplement. On a la solution vraiment pour que vous soyez capable de structurer un écosystème data performant, mais plus globalement vraiment de développer un niveau d'expertise qui vous permette d'atteindre vos objectifs de carrière professionnelle, que vous soyez acheteur en poste, acheteur en recherche d'emploi, directeur achat, responsable achat, consultant achat, que vous soyez un service achat, parce qu'on forme aussi beaucoup de services achats dans les entreprises. Vous nous contactez, quoi, tout simplement. On répondra à vos attentes. Et puis sur le prochain live, on va avoir pas mal de surprises, hein, Sébastien, sur le logiciel, sur les nouvelles formations, la CSRD qui va venir se renforcer, elle est déjà présente, le développement durable qui va être poussé, donc ça va être assez incroyable, vous allez voir.